Bien, à ce jour, donc aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo, apparemment donc de France Info, qui est donc une vidéo de d'un journaliste, de Julien Pain. Julien Pain, donc, qui, entre guillemets, s'est spécialisé dans le décryptage donc, des informations qui circulent sur les réseaux et autres, et qui, notamment, sont qu'on pourrait appeler de fake news, donc de fausses rumeurs. Et donc, il parlait de ceci. Donc, je vais vous voir, c'est lui. Voilà. Vous avez sûrement vu passer cette séquence vidéo qui a beaucoup choqué. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement. Cet entretien s'est passé sur la chaîne d'information LCI. C'est un échange entre un médecin de l'hôpital Cochin et un chercheur de l'INSERM. Et c'est ce rappeur qui a posté l'extrait sur Internet. Je ne vais pas revenir ici sur la déclaration du médecin qui est en plateau sur LCI et qui explique qu'on pourrait tester un vaccin en Afrique parce que sur ce continent, les mesures de prévention sont minimes et que les tests seraient selon lui plus révélateurs. Depuis, il s'est excusé, mais ses propos ont choqué notamment les associations antiracistes et on comprend tout à fait pourquoi. Maintenant, l'autre question que pose cette vidéo, c'est est-ce que les Africains vont effectivement servir de cobayes pour tester un vaccin sur le Covid-19, comme le pensent de nombreux internautes, et notamment en Afrique? Parce que nous ne sommes ni des rats de laboratoire, ni vos cobayes. Et je dis non, je refuse que le continent ait un vaccin du Covid-19. Et la colère ne s'arrête pas à l'Afrique. Regardez ce tweet de l'acteur célèbre de la série Star Wars. L'Afrique n'est pas un laboratoire de test. Sur ce point précis, c'est faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, l'interview du professeur de l'INSERM a été tronquée avant d'être postée sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il y a toute une série d'essais qui se font dans plusieurs pays dans le monde, plusieurs pays en Europe, y compris, j'espère, la France, quelque chose qu'on essaie de mettre en place. Un grand essai clinique qui se fait actuellement en Australie. Le chercheur parle de tester un vaccin qui est connu, le BCG, et qui pourrait peut-être avoir un impact sur les malades du Covid-19. Et il explique que ces tests sont déjà en cours, hors de l'Afrique, et c'est ce que rappelle un communiqué de l'INSERM. Des essais cliniques visant à tester l'efficacité du vaccin BCG sont déjà en cours ou sur le point d'être lancés dans plusieurs pays européens et en Australie. S'il y a bien une réflexion autour du déploiement en Afrique, il se ferait en parallèle de ces derniers. Donc ce vaccin, vous l'avez compris, pour l'instant n'est testé qu'en dehors de l'Afrique. Il pourrait être testé bientôt en Afrique, mais l'INSERM le rappelle, c'est pour bien vérifier qu'il fonctionnerait également et de la même manière sur le continent africain, ce qui n'est pas le cas de tous les vaccins. Voilà, malheureusement, l'intox a déjà tellement circulé que même les autorités de pays africains ont été forcées de démentir. Ici, par exemple, au Burkina, qui doit expliquer qu'aucun vaccin n'est testé sur son territoire. En bref, oui, on comprend tout à fait la polémique au sujet de cette vidéo, mais non, les Africains ne vont pas servir de cobaye à un vaccin contre le Covid-19. Voilà, donc retour. Bon, bah, donc Julien qui explique, justement, Julien Pain qui explique justement que cet entretien entre le professeur et le médecin, je crois, ou peu importe, que c'est du fake news, que ça a été tronqué avant d'être posté par donc le rappeur, et on pourrait supposer que ce rappeur donc qui est donc la première personne à avoir posté cette vidéo, qui est une information donc qui justement retrace un interview, en fait quelque chose qui s'est passé sur une chaîne de télévision. Que selon lui, ce rapport aurait certainement tronqué la vidéo avant de la poster. Mais, monsieur Julien, je pense qu'il faudrait qu'il regarde bien
ce que lui-même nous présente, les séquences que lui nous présente. C'est les mêmes séquences que justement que tout le monde a vues. C'est les mêmes séquences que tout le monde a vues. Donc, il n'y a pas d'autres séquences. Rien n'est tronqué là-dessus, puisque ce serait faire croire, encore une fois, que les Africains sont des gens trop susceptibles, qui ne regardent pas très bien les choses, qui n'essaient pas de comprendre, mais qui sont en train de se lamenter tout le temps sur leur sort, etc. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on a pu faire à ces Africains qui finalement n'ont rien compris? Et même certains pourraient s'amuser à dire, ils sont bêtes, ils sont nuls, qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent? Mais c'est une insulte à l'intelligence africaine. On a tous vu cette vidéo, ces séquences, et il n'y a rien qui serait coupé ou tronqué. Et on a tous compris, justement, ce que disent ces intervenants. Qui l'autre lui dit, si je peux être provocateur, est-ce que on ne devrait pas faire cette étude en Afrique? Puisqu'en Afrique, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de réanimation. Éventuellement, oui. Pourquoi est-ce que on n'utiliserait pas en prévention? Parce que si jamais le Covid-19 arrive sur un territoire qui est dépourvu de masques, qui est dépourvu de réanimation et qui est dépourvu de traitement de surcroît, éventuellement, ça va faire des ravages. Donc, si on veut protéger la population, éventuellement passer par le vaccin. Et ça, on a tous compris ça. On a tous compris cette volonté, peut-être, de prévenir pour les populations africaines. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la véritable question. Si aujourd'hui, les Africains se soulèvent tous pour dénoncer cela, ils ne dénoncent pas simplement ce passage où donc discutent deux personnes, mais quand on prend celui qui dit si je peux être provocateur, pourquoi est-ce que quand on va parler de quelque chose de sérieux, en quoi est-ce qu'on est provocateur? Qu'est-ce qui lui fait dire qu'il serait provocateur? Il provoque quoi? Est-ce qu'il est en train de dire quelque chose qui est complètement inadéquat? Est-ce qu'il est en train de dire quelque chose qu'il ne faudrait pas dire? Au point qu'il prévoit que je vais être provocateur. Je vais le dire, mais je vais provoquer. En fait, pour ne pas trop s'étaler sur ça, parce que ça va être trop long, c'est un sujet de discussion qui peut être éventuellement très long et on pourrait éventuellement revenir en arrière. Vous savez, Monsieur Julien Pain, vous êtes certainement sans savoir, parce que vous êtes un intellectuel, vous êtes un journaliste, donc vous faites des recherches, vous faites certainement des investigations pour décrypter les informations qui circulent, etc. Et ça, c'est très bien, parce que ça permet justement de dire aux gens, stop, il ne faut pas tout croire sur ce qui se passe sur les réseaux. Et ce n'est pas seulement les réseaux. Moi, je suis d'accord avec vous, Monsieur Julien, quand vous parliez au tout début des fake news et que vous disiez d'ailleurs que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas avec les réseaux sociaux. Les fake news ne sont pas nés avec les réseaux sociaux. C'est ce que voulait nous faire croire, par exemple Trump, par exemple Macron, quand il parle des fake news. Mais les fake news ont été là bien avant. Les fake news, c'est aussi l'écriture de l'histoire africaine par les colonisateurs, par les Européens. N'y aurait-il pas des fake news
dans la transcription de l'histoire, la véritable histoire africaine, qui a été elle-même tronquée pour faire croire à des milliers d'Européens qui aujourd'hui alimentent une espèce de discrimination parce que ces gens-là, même s'ils n'étaient pas là à cette époque de l'exploration, de la colonisation du continent africain, mais quoi? Et jusqu'à aujourd'hui, les nouvelles générations de la fin du XXIe siècle continuent encore à croire à cette histoire qui a été écrite et qui justement est bourrée de fake news, est bourrée de faux. Donc, effectivement, vous avez raison que les fake news ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date de très très longtemps. Et malheureusement, oui, quand on transcrit une histoire, quand on explique, soit on ne l'explique pas telle qu'elle est, on rajoute, on a tendance à rajouter, à remodeler, etc. Mais si on revient sur ce qui intéresse aujourd'hui et ce qui fait réagir la communauté noire, parce que il faut pas mélanger. La communauté noire suppose que l'acteur qui a réagi et qui n'est pas un Africain, parce qu'il est américain, suppose que le rappeur qui l'a posté, certainement, qui n'est pas africain, mais qui est noir, suppose que moi-même qui vous parle, que je ne suis pas africain, mais que je suis noir, parce qu'on pourrait être européen et noir au jour d'aujourd'hui, au moment où on parle, et c'est ça, justement, la difficulté qui se pose aux Européens, à beaucoup d'Européens, d'accepter qu'il y ait des Noirs européens, puisque aux États-Unis, il y a des Noirs américains. En Europe, il y a des Noirs européens. Au jour d'aujourd'hui, en 2020, on peut parler de Noirs européens. Voilà. Donc, je dis bien la communauté noire à travers le monde, si elle a réagi, c'est parce que l'Afrique, si on repart au début de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire de la présence européenne en Afrique, de ce qu'a voulu ce modèle dit le modèle européen qui a été vendu et mis en place ce soit de force quelque part en Afrique, si on repart de là, il y a trop de choses qui sont inacceptables. C'est ce qui crée justement la frustration et la méfiance à toutes les décisions qui pourraient être prises en dehors du continent africain. Parce que ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Elle n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que l'erreur que certainement a commise l'Europe, c'est de dire nous allons en Afrique, sur un continent peuplé de gens occultes, des gens qui n'ont pas de civilisation, et qu'il faudrait civiliser, qu'il faudrait acculturer. L'erreur, justement, c'est d'avoir apporté sa propre langue, parce que vous allez sur l'ensemble du continent africain, on parle anglais, on parle espagnol, on parle portugais, on parle français, etc., etc. Donc, quelqu'un qui s'exprime en français et qui est africain, face à quelqu'un
qui vient de Paris ou de Marseille et qui s'exprime également en français, il n'y a pas de secret entre eux. Il n'y a pas de secret entre eux. D'autant plus que si vous prenez deux Français européens, donc je veux dire, par exemple, vous prenez deux Français qui ne parlent pas le djoula. Et face à eux, deux Africains qui parlent le djoula. Et que si les uns contre les autres les uns devraient comploter contre les autres en leur langue, les Français vont comploter contre les deux djoulas en français. Sauf que le problème, c'est que s'ils veulent que leur complot aboutisse, il faudrait qu'ils le fassent en dehors de la présence des deux Noirs, des deux Africains djoula, qui parlent djoula. Or, les deux djoulas pourraient très bien s'asseoir sur la même table avec les deux qui parlent unique ou qui parlent que français et faire aboutir leur complot contre eux. Parce qu'ils vont s'exprimer en djoula. Et les autres en face ne comprendront pas. Donc, pour ce qui concerne la France face à ses anciennes colonies, et éventuellement les autres, ils ont donné un outil de communication, un outil d'approche de la culture, de la civilisation européenne, de la culture française, qu'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel pays d'Afrique, d'ailleurs, dans les années 70 jusqu'à dans les années 80, dans les anciennes colonies françaises, tous les programmes scolaires étaient identiques aux programmes scolaires français. Tout l'ensemble de toutes les constitutions des nations, des États anciennes colonies françaises sont identiques à la Constitution française. Donc, ils le savent. Les élèves africains, encore à cette époque-là, savaient qui était Louis XIV, savaient qui était Jeanne d'Arc, connaissaient la géographie française, connaissaient l'histoire française, connaissaient la culture française, connaissaient la civilisation française, la civilisation européenne. On leur a enseigné, ça a occupé une très grande partie de l'enseignement dans ces pays-là. La différence, c'est que quand vous venez en Europe et que vous venez en France et que vous parlez, vous questionnez les élèves dans les écoles françaises à cette époque-là, et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous leur questionnez sur la civilisation africaine, ils ne connaissent pas. Vous leur questionnez sur la géographie africaine, ils ne connaissent pas. D'autant plus que d'ailleurs, beaucoup de gens, soit en France aujourd'hui, quand vous leur dites l'Afrique, ils pensent que l'Afrique est un continent. Non, ils n'ont pas encore compris que c'est plusieurs États, que l'Afrique est un... non, que l'Afrique, ils pensent plutôt que l'Afrique, je rectifie, que l'Afrique est un pays. Or, l'Afrique est un continent. Donc, où il y a plusieurs États, plusieurs pays, plusieurs dialectes, plusieurs langues. Enfin, dialecte, j'aime pas tellement ce mot parce que c'est encore le français, le colonisateur qui dit oui, ça c'est une dialecte et que le français c'est une langue. Mais non, c'est aussi des langues. En Afrique, on ne sait pas ce que c'est que dialecte, puisque pour eux, c'est des langues qui sont parlées. Donc, voilà. Et donc, les Africains connaissent l'histoire de l'Europe, connaissent la culture européenne. Et les Européens ne connaissent pas l'histoire et la culture africaine et la civilisation africaine. Donc, c'est
toutes ces choses, quand on va chercher ce qui s'est passé pendant la colonisation et après la colonisation, à la veille des indépendances, quand on a des leaders africains qui ont demandé à être autonomes, à retrouver leur souveraineté, parce que ce serait un fake news de faire croire que l'Afrique, que les États africains n'existaient pas. Certes, ils n'avaient pas des frontières telles qu'elles ont été tracées par l'Europe, mais les États africains étaient gouvernés. Les pays africains étaient gouvernés. Et ils avaient de surcroît leur indépendance. Ils avaient de surcroît leur souveraineté. L'éclatement de ces souverainetés-là, l'éclatement de la démocratie qui régissait la cohabitation entre toutes ces nations en Afrique a été explosé et dynamité par la présence européenne qui voudrait justement avoir la même mise sur le continent africain et contrôler l'Afrique en leur disant on abandonne, vous abandonnez la méthode qui était avant en Afrique et qui dirigeait ces pays pour adopter l'administration à l'image de l'Europe, de l'Occident. Évidemment, ça ne posait aucun problème, d'autant plus que nous avons eu des élites qui ont étudié dans les grandes écoles européennes, notamment en France, qui, quand ils ont réclamé le retour à la souveraineté de ces pays africains, on leur a imposé un modèle, on a mis en place toute une organisation qui continue à contrôler l'Afrique, et ça tout le monde le sait. Il n'y a que des gens qui sont très peu informés ou qui ne veulent pas être informés ou qui ne veulent pas le dire, qui sont encore dans ce complexe de supériorité par rapport à l'homme noir, de croire que la démocratie en Afrique n'existe pas, la civilisation en Afrique n'a jamais existé, la culture en Afrique n'a jamais existé, et que on vient tout apporter en Afrique, et que les Africains ne seront jamais capables de s'autogérer, alors qu'ils le faisaient avant la présence des Européens. Donc ils mettent en place tout ça parce que derrière, il y a des intérêts stratégiques. Ça, personne au jour d'aujourd'hui ne peut le nier. Il n'y a qu'à aller sur YouTube, puisqu'il y a beaucoup de vidéos, des choses en fait, qui expliquent. Et ça, ce n'est même plus les Africains qui font ces révélations-là. Ce n'est même plus les Africains. Fort heureusement que même en Europe, il y a des gens, des personnes, notamment des journalistes, dites d'investigation, qui vont au cœur de l'information historique pour la faire ressortir au grand jour. Et on a vu des documentaires sur la présence de la France en Afrique, où les protagonistes, les personnes clés qui étaient, par exemple, dans les services secrets à l'époque de De Gaulle, qui ont fait des révélations, au moment où ils étaient
ils avaient un certain âge et qui ont fait des révélations. Et ça, c'est pas les Africains. Quand vous avez Bob Dinard qui explique ce qu'il faisait en Afrique, c'est pas l'Africain qui le dit. Quand vous avez Jacques Faucard, le monsieur de l'Afrique, qui explique ce qu'il faisait en Afrique, c'est pas les Africains qui le disent. C'est Faucard qui le dit. C'est Bob Dinard qui le dit. Donc, aujourd'hui, c'est les Européens eux-mêmes qui expliquent, qui ont eu à expliquer. Quand vous avez les agents, les anciens responsables des services secrets de la France qui vous expliquent que, par exemple, pendant la guerre en Algérie, qu'ils ont été donc voir le chef de l'État de l'époque en France pour proposer leur soutien, leur participation à la guerre, et que celui-ci, je caricature un peu, leur a dit « Oui, mais vous êtes du renseignement, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la guerre, si ce n'est que nous renseigner, mais vous ne pouvez pas aller avec des armes. » Mais ils ont proposé de créer la mer Rouge et mener des exactions en Algérie. Donc, j'ai parlé de Bob Dinard qui était un mercenaire qui a loupé sa carrière militaire, qui a été renvoyé, s'il était parti en Asie, qui a été renvoyé en France et qui a loupé sa carrière militaire, qui s'est converti en mercenaire, qui a travaillé avec les dirigeants de l'époque, les dirigeants de l'État français de l'époque, pour déstabiliser certains gouvernements, y compris le plus d'ailleurs flagrant et rigolo, c'est que à un moment donné, il s'est fait même appeler le sultan des Comores parce que il a déposé un chef d'État aux Comores qui quelques temps après, celui que lui il avait mis en place avec la complicité du gouvernement français de l'époque, et il revenait quelque temps après déposer celui-là pour remettre en place celui qu'il avait eu à déposer auparavant. Alors, je m'explique. Il vient donc provoquer la chute, faire un coup d'État à un président qui était en place. Il le pousse en exil. Celui-ci va en exil. Et donc, il met en place un jeune président. Puis la France, au bout de quelques années, 3 ans peut-être par là, se rend compte qu'il ne joue pas son rôle, le rôle de la sauvegarde des intérêts français. Et donc, Bob Dinard revient aux Comores et destitue celui-là et va chercher celui qu'ils avaient destitué auparavant, qui était en exil, pour le remettre en place. Tout simplement. Et voilà, et tout ça dû au fait que celui qu'ils avaient destitué auparavant était anti-indépendance, était anti l'idée que Mayotte reste français. Parce que lui, il était plutôt pro-indépendance des 4 îles qui constituaient les îles des Comores. Bien. Enfin bref. Donc, on sait, monsieur Jean Pin, il y a des éléments au jour d'aujourd'hui qui, si on les regroupe,
on se rend compte que la vérité sur le retard, sur le sous-développement du continent africain est due justement à tout cela, est due au fait que l'Occident, l'Europe, la France n'avaient pas intérêt à ce que l'Afrique se développe. Oui, on va vous dire, ils ont été pourtant indépendants. Ils ont été pourtant indépendants et c'est leurs chefs d'État qui n'ont rien fait parce qu'ils se sont enrichis. Oui, ils se sont enrichis. La plupart des chefs d'État, d'ailleurs, qui se sont enrichis en Afrique, ils n'ont pas de biens. Ils n'ont pas de compte en banque en Afrique. Ils l'ont en France. Ils ont des biens en France. Ils ont des hôtels particuliers en France. Ils ont des châteaux en France. Alors quand on vient nous dire, oui, mais c'est de leur faute. Oui, ils sont corrompus, bien entendu. Mais le corrupteur, c'est qui le corrupteur? Le corrupteur, c'est qui? Parce que, et cela se manifeste encore aujourd'hui, et le fait justement de ne pas entendre la voix des Africains et de celle de la communauté noire d'ailleurs, qui soutient que l'Afrique doit être souveraine. L'Afrique doit réfléchir d'elle-même. L'Afrique doit pouvoir prendre les décisions elle-même. Si on refuse d'entendre cela, c'est qu'on cautionne, on continue à cautionner l'appauvrissement de l'Afrique. Et il ne faut pas oublier que au jour d'aujourd'hui, la mondialisation, l'Afrique est dans la mondialisation malgré ce qu'elle est. L'Afrique compte dans la mondialisation malgré ce qu'elle est. Parce que un Africain fait des affaires en Asie. Un Africain fait des affaires aux États-Unis. Un Asiatique fait des affaires en Afrique. Un Américain fait des affaires en Afrique. Et en Europe, vice-versa. D'ailleurs, puisqu'il s'agit du Covid-19, moi je dirais que pour les grandes puissances, ceux qui se prennent pour des grandes puissances, que cela devrait leur servir de leçon. Croire qu'on est une grande puissance, qu'on possède l'arme nucléaire, qu'on possède l'arme bactériologique, et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pour cela qu'on est puissant, puisque, encore là, il ne faut pas chercher à mépriser l'intelligence des Africains, parce qu'on ne peut pas leur tromper. Ils fréquentent, bon nombre d'entre eux fréquentent les mêmes écoles que les Européens. Bon nombre d'entre les Noirs fréquentent les mêmes écoles que les Blancs. Et il s'agit ici d'un message pour dire que si on joue avec l'avenir de l'humanité, nous périrons ensemble. Et si on veut la stabilité à travers l'humanité, nous résisterons ensemble et nous vivrons en paix ensemble. C'est ce que réclame l'Afrique. L'Afrique dit
Après la Première Guerre mondiale, on s'est empressé de mettre en place des institutions pour dire plus ça, on veut la paix. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a mis en place des institutions internationales pour dire stop, on ne veut plus de guerre, on va réguler tout ça et qu'il y aura une paix pour tous dans le monde. Les Africains ne sont pas bêtes. On se rend compte que toutes ces organisations-là, vous prenez l'OMS, vous prenez les Nations Unies, qui, suite à cette grande pandémie du Covid-19, s'empressent de dire eh ben, il faut mettre les moyens, de gros moyens pour aider l'Afrique, parce que l'Afrique, il n'y a rien. Et si ça arrive en Afrique, ce serait une grosse catastrophe. D'accord. Mais en attendant, le Covid-19 est parti d'où? De la Chine. Ça fait des ravages en Chine. Qu'a fait l'OMS pour venir tout de suite en aide à la Chine? Qu'a fait les Nations Unies, l'ONU, pour venir en aide à la Chine tout de suite? Le Covid-19 est arrivé en Europe, notamment en Italie. Qu'a fait la communauté européenne? Qu'a fait les Nations Unies? Qu'a fait l'OMS? Et on se soucie plus de l'Afrique. C'est très bien. C'est très bien qu'on se soucie de l'Afrique. Parce que c'est un continent sous-développé, où il n'y a pas des hôpitaux. Comme d'ailleurs, il le disait, que parce qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de réanimation, il n'y a pas de masque, oui, il n'y a pas de grands hôpitaux en Afrique. C'est bien. C'est bien que les Nations Unies se préoccupent de l'Afrique. C'est bien que l'OMS se préoccupe de la santé des Africains. Mais ce que réfutent les Africains, c'est que derrière tout ça, derrière toute cette pseudo-préoccupation du sort de l'Afrique, se cache la défense des intérêts de certaines personnes, la défense des intérêts de certaines nations. C'est ça que refusent les Africains, c'est ça que dénoncent les Africains, c'est ça que dénoncent les Noirs. Parce que quand vous prenez par exemple le cas de Lumumba au Congo, au lendemain de l'indépendance du Congo, Lumumba, Premier ministre, qui, lui, fait un discours après celui du roi belge et celui de Kasavubu qui était président de la République. Donc il fait son discours surprise parce qu'il n'était pas dit dans le protocole qu'il allait tenir un discours. Cela a fâché les Belges et les Belges ne l'ont pas pardonné ça. Et c'est ceux qui ont, de manipulation en manipulation, ils ont fini par l'assassiner. Il y a eu des soulèvements, il y a eu des répartitions, notamment au Katanga et autres. Mais les Nations Unies, par exemple, ont pris part. Parce que quand ils ont envoyé les casques bleus au Congo, et ces casques bleus qui étaient devant la résidence du Premier ministre, dont ils étaient censés surveiller, protéger le Premier ministre Lumumba, au contraire, ils ont laissé les troupes, l'armée congolaise, qui était dirigée à l'époque, il me semble, si je ne me trompe pas, par Mobutu, venir chercher Lumumba. Et devant,
les soldats des casques bleus. Alors si ça, ce n'est pas être complice d'une organisation internationale qui se veut être défenseur de la paix, si Kadhafi a eu une agression d'un pays étranger sur le sol libyen et qu'on l'a capturé et qu'on l'a tué, c'est aussi l'ONU, les Nations Unies, qui a donné son aval au président Sarkozy pour qu'il puisse aller donc attaquer Kadhafi. La même chose que les Nations Unies ont fait avec Bush qui a attaqué l'Irak, même après avoir envoyé à 2 ou 3 reprises les experts des Nations Unies qui sont revenus avec un rapport qui dit que l'Irak ne possède pas des armes de destruction massive comme veut le laisser entendre Bush. Les Nations Unies ont fini par capituler parce que Bush a préparé des mensonges que Colin Powell a été présenté aux Nations Unies et ils ont donné le feu vert. Et l'Irak, qui était un pays stable, a été dévasté et peine à se relever aujourd'hui. Tel que la Libye, où toutes les tribus s'entendaient. Parce que le rôle d'un chef d'État, c'est faire en sorte que l'ensemble des citoyens puissent s'entendre et cohabiter ensemble. Chose que certains chefs d'État en Europe d'ailleurs sont incapables de faire. Puisque la montée de l'extrême droite dans les pays européens divise les peuples, divise les populations européennes. Donc c'est à leur ressort de justement pouvoir faire ce qu'a fait Saddam Hussein en Irak, ce qu'a fait Kadhafi en Libye. C'est ce qu'a d'ailleurs fait la reine Ranoval Ier en Madagascar quand les populations, quand les peuples ne s'entendaient pas. Elle a œuvré pour la réunification de l'ensemble des peuples de Madagascar. Et le peuple a été réunifié. Et les Français sont venus, ont semé le chaos, le bordel, pour pouvoir prendre le contrôle. Il y a énormément, Monsieur Pin, énormément des exemples. Il y a énormément des exemples. Le cas de Sékou Touré, quand lui a été même trahi par justement les Senghor et autres qui ont été soudoyés par la France en 59 et qu'il a arraché de De Gaulle l'indépendance de la Guinée. Durant toute sa vie, tout son règne, ils lui ont fait la guerre. Ils ont monté les Guinéens contre les autres, contre les Guinéens. Les services secrets français, et ça, c'est au-dessus de tout le monde au jour d'aujourd'hui. Celui qui veut avoir les informations et le savoir peut le savoir. Parce qu'il y a des documentaires. Et c'est des Français, des Blancs qui le disent, ce n'est pas des Noirs, ce n'est pas des Guinéens qui le disent. Que les services secrets français ont créé de la monnaie. Et il y a d'ailleurs un documentaire sur lequel vous avez les anciens responsables des services secrets français de cette époque qui disent oui, nous avons créé de la fausse monnaie guinéenne, puisque lui, il a créé sa monnaie, nous avons donc créé une fausse monnaie guinéenne pour déstabiliser l'économie guinéenne et ainsi par là
déstabiliser sa popularité et le faire partir. Ils ont essayé à maintes reprises de le liquider physiquement. Ils ont mis en embargo ce pays qui même se battait pour s'en sortir tout seul. On a eu le dernier cas, enfin l'avant-dernier cas du Burkina Faso qui en 3 ans seulement, le président Feu Thomas Sankara, d'ailleurs qu'on ne pourrait pas appeler Feu Thomas Sankara puisqu'il vit en chacun de la jeunesse, en chacune de la jeunesse africaine. En 3 ans, il a pu offrir l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso, qui, on le sait, en partie est un pays aride. Il a pu le faire. Ils ont soudoyé et monté Blaise Compaoré contre lui pour le liquider et rester au pouvoir pendant presque 24 ans, jusqu'à ce que le peuple démocrate, à l'image de la démocratie africaine, s'est levé et l'a foutu dehors. Parce que justement, quand on parle de la démocratie, comme dit en général, des fois quand on entend des responsables politiques sur les plateaux ou des journalistes dire oui, il n'y a pas de démocratie à l'image de nous occidentaux, comme par exemple nous, notre démocratie occidentale. Oui, l'Occident a une démocratie et l'Afrique avait et a une démocratie que l'a occulté justement les Occidentaux. Et d'ailleurs, l'Afrique a plus de démocratie, parce que la vraie démocratie, c'est celle du peuple. C'est celle que détient le peuple quand ça ne va pas. Le peuple descend dans la rue et réclame la destitution et provoque d'ailleurs la destitution du chef de l'État. Or, dans le monde occidental, dans l'histoire, quel est le chef de l'État qui a été destitué par la rue? En Afrique, vous en avez plein. Quand les pays occidentaux, quand l'Europe ne s'immisce pas dans les affaires africaines, les Africains, le peuple africain, le citoyen africain règle le problème de ses dirigeants. C'est dire que le peuple africain est en mesure, est capable de résoudre les problèmes avec leurs dirigeants, de recadrer leurs dirigeants, de lutter contre la corruption en Afrique. Si on leur laisse la possibilité de le faire, si on ne vient pas avec des armes, si on ne vient pas avec un soutien militaire pour soutenir celui qui est censé défendre les intérêts. Vous avez Idriss Déby, d'ailleurs, qui l'a dit lui-même. Elle dit, je cite, je suis militaire. Ma place n'est pas palais présidentiel. Ma place est dans une caserne. C'est mon métier, je suis militaire. Donc, j'ai juste fait de la transition. Dès pas passé le délai de transition, le pouvoir doit revenir aux civils. Et moi, militaire, et les autres retourner dans la caserne. Les Français lui ont dit « Non, vous continuez à rester au pouvoir ». Ils ont envoyé des constitutionnalistes, des experts,
pour modifier, changer la constitution pour que Idriss Déby puisse rester au pouvoir. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Et ça, c'est pas les Tchadiens qui le disent. C'est Idriss Déby lui-même qui l'a dénoncé devant 2 journalistes français qui ont été l'interviewer au Tchad. Il a dit que moi, je voulais partir. Mais que c'est la France qui m'a demandé de rester. Et ils ont tout fait pour modifier la constitution pour que je puisse rester. On a en Afrique, l'Afrique a des élites conscientes, des élites qui ont la volonté pour développer l'Afrique. Quand, Monsieur Pen, quand vous entendez le discours de Macron, quand il est parti en Afrique, ce qu'il a tenu comme discours là-bas. Et avant lui, Sarkozy, ce qu'il a tenu comme discours en Afrique. Macron, quand la jeunesse africaine, notamment au Mali, demande à ce qu'on mette fin à la présence militaire en Afrique. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait-il pas une présence militaire dans quelconque pays en France? Pourquoi? Pourquoi seulement l'Afrique a besoin qu'il y ait une présence militaire étrangère, qu'il y ait des présences militaires étrangères, notamment des Américains, des Européens, des Français, etc. Pourquoi? Pourquoi autant d'intérêt à ce continent qui coûte cher à l'Europe, puisque l'Occident, l'Europe dit, la France dit, mes anciennes colonies me coûtent extrêmement cher, puisque on n'arrête pas de les aider. Et c'est ce qu'a dit Macron, en disant, oui, tant que la population africaine continue à se développer, la démographie en Afrique, tant qu'elle continuera à se développer à ce rythme-là, quels que soient les milliards qu'on aura mis, ne réglera pas de problème. Mais pourquoi alors, quand quelqu'un vous coûte extrêmement cher, tout le temps, au point d'amputer la liberté, celle de vivre correctement à ses propres concitoyens, au bénéfice d'autres citoyens, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne s'arrête pas? Pourquoi ça suscite tellement cet intérêt? Pourquoi? Monsieur Cohen, c'est la question qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser, c'est que qu'on dise il y a un sentiment anti-français. Non. Faire croire aux Français qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique, que les Africains nourrissent un espèce de sentiment anti-français, c'est du fake news, monsieur Julien Pain. C'est aussi du fake news. Parce que c'est un mensonge. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Par contre, oui, il y a un sentiment anti-classe politique, un sentiment anti les grands groupes industriels français. Il y a ce sentiment anti-français. Il y a le sentiment anti-Bolloré. Il y a le sentiment anti-classe politique française.
Les Africains n'ont pas d'ammonisité à l'égard des militaires français. Tant qu'ils sont chez eux, et que si dans les accords de coopération, s'il y a besoin, oui, qu'on s'entraide, mais il n'y a pas de problème. Quand l'Europe, quand la France, elle a connu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, dans le cadre de la coopération, elle a fait appel, même si elle estime que c'était l'Empire français avec ses colonies et qu'elle pouvait appeler... mais les Africains sont venus en solidarité avec la France pour libérer la France, pour l'aider, pour lutter contre le colonisateur allemand. L'Éthiopie n'a pas été colonisée, mais la France a été colonisée. Ce n'est même pas une tentative de colonisation, mais ça a été une colonisation, d'autant plus qu'ils sont rentrés dans la capitale. Les Allemands ont érigé leur drapeau à Paris. Ils ont pris possession des institutions françaises. Ils ont contrôlé à un moment donné l'administration française. Quand Pétain était obligé de collaborer avec les Allemands, ce n'est pas seulement de la collaboration. Il a travaillé. C'était un préfet pour le régime nazi, pour les Allemands. Il bossait pour le gouvernement allemand parce qu'ils étaient sous colonisation. Et oui, parce que si les Allemands étaient restés jusqu'au jour d'aujourd'hui en France, on parlerait tous allemand. Ils appliqueraient la même méthode qu'a fait la France dans les anciennes colonies africaines, où on parle tous français. Oui. Les Français deviendraient des Allemands et pas des Français. Donc, par solidarité, à cette époque-là, la jeunesse africaine est venue soutenir la France qui luttait contre le colonisateur. Et aujourd'hui, la nouvelle génération africaine dit simplement stop au néocolonialisme. On n'en veut pas. On n'en veut pas, nous rejetons toute autre forme de nouvelle manière de coloniser l'Afrique. Et ça, la classe politique qui berne les citoyens européens ne veut pas l'entendre. Et c'est ça qui pose problème. C'est ça qui fait que quand il y a une sortie de cette manière-là, où et justement le Covid-19 qui arrive, qui pour jusqu'aujourd'hui a fait plus de cas, notamment de morts et de contamination en Afrique, il faut plutôt penser à venir en aide à l'Italie, à l'Espagne. Il faut plutôt penser à mener des études de vaccins en Italie, en Espagne, en France. Oui, en parallèle. Mais l'urgence, c'est d'abord dans les pays européens, puisque c'est là où sévit plus le virus. Et monsieur Julien Pain, c'est quand vous avez tout ça, vous ne pouvez pas vous taire quand il y a des sorties de cette manière. Vous ne pouvez pas vous taire. De la même manière que d'ailleurs, les citoyens français
ne pouvait pas se taire suite aux déclarations du préfet l'allemand qui dit que les gens qui sont en réanimation aujourd'hui en France, ce sont ceux qui n'avaient pas respecté au début les consignes de confinement, qui se sont retrouvés, qui se retrouvent soit au cimetière ou en réanimation. Oui, les citoyens français devraient s'indigner de cette déclaration-là. Parce que ce n'est pas la première qui sort de la bouche du préfet de police, monsieur l'Allemand. Ce n'est pas la première que les dirigeants français, que la classe politique française actuelle qui dirige le pays sort comme abomination. Et quand vous avez comme ça des multiplications d'actes et d'expressions, à un moment donné, vous êtes vigilant. Le peuple africain a le droit d'être vigilant. Le peuple africain ne rejette pas l'idée de faire les affaires avec l'Europe, avec l'ensemble du monde, puisque, comme je le disais au passage, ils sont dans la mondialisation. Ils sont dans la mondialisation. Et dans n'importe quel village aujourd'hui, les gens sont informés puisqu'ils ont le portable. Pourtant, en France, vous avez certaines zones reculées qui n'ont même pas de couverture Internet. Vous allez en Afrique, dans certaines zones, ils ont la couverture Internet. Donc, les Africains ne rejettent pas l'idée de commercer, l'idée de coopération avec le reste du monde, et notamment avec la France. Les anciennes colonies françaises voudraient, en toute transparence, avoir une coopération limpide, comme ils veulent bien l'appeler, le gagnant-gagnant. Et c'est ce qu'a réclamé Gbagbo, qui s'est retrouvé en prison, alors que celui qui l'a combattu a été mis en place en Côte d'Ivoire. Monsieur Julien Pain, est-ce un fake news de dire aujourd'hui que l'État français cache la vérité sur le bombardement du camp de Bouaké, la base aérienne française de Bouaké, sur la base militaire française de Bouaké en Côte d'Ivoire? Est-ce un fake news de le dire? Ne devrait-on pas être vigilant quant au comportement de la classe politique française quand on regarde ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Puisqu'on nous dit que les deux Biélorusses ont piloté les appareils appartenant à l'armée de l'air ivoirien, ce que n'a pas démenti M. Gbagbo. D'ailleurs, il l'a dit. Oui, ces appareils m'appartiennent. Oui, les Biélorusses sont mes employés, puisque nous avons acheté des appareils là-bas et que nous avions besoin des instructeurs. Donc j'ai embauché des instructeurs jusque-là. C'est tout à fait légal. Et il les a embauchés par la voie légale, en passant par l'état-major, en passant par le ministère de la Défense de Côte d'Ivoire, de l'époque. Donc, en toute transparence,
il emploie 2 instructeurs pour le besoin de formation de son armée, chose qui est tout à fait légale, que fait tout le monde d'ailleurs. Il dit, si ce sont eux qu'on leur livre à la justice, pour qu'ils puissent dire ouvertement qui c'est qui a commandité leur acte. Au jour d'aujourd'hui, M. Julien Pain, ces 2 pilotes sont dans la nature et en toute liberté, alors que celui justement qui réclame que la vérité soit dite, notamment pour soulager le deuil que portent les familles des militaires français qui sont tombés ce jour-là au camp de Bouaké, se retrouve lui dans un cachot, emprisonné. Interdit de liberté. C'est pour vous dire, Monsieur Julien Pain, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique, la nouvelle génération africaine, réagit pour se protéger, parce qu'elle n'a plus confiance en la classe politique européenne, française, qui elle-même utilise toutes les ruses et tous les moyens pour asseoir son contrôle en Afrique. Simplement parce que elle tire profit des ressources. On ne peut pas ici nous dire qu'on ne comprend pas que la jeunesse malienne s'oppose à la présence des militaires français qui eux-mêmes, il y a seulement quelque temps, étaient venus le libérer de la main des djihadistes qui voulaient imposer une autre forme de gouvernance ou de traitement des citoyens au Nord Mali. Les militaires français, quand ils sont arrivés, ils ont été tous applaudis. Et cette reconnaissance, elle est restée dans la mémoire et dans le cœur de la jeunesse malienne. Sauf que, quand on regroupe les éléments, qui sont par exemple le fait que les militaires français arrivent à Kidal et que les djihadistes qui étaient en place soient volatilisés, sans qu'on puisse expliquer à la jeunesse malienne comment. Le fait que pendant des années, pendant toute cette période, les militaires d'un État souverain qu'est le Mali n'avaient pas accès à Kidal, qui est un territoire malien, que seuls les militaires français avaient accès. Veut-il qu'on explique à la jeunesse malienne
Alors, monsieur Julien Pain, face à cette incompréhension, on est tenu d'accepter que la jeunesse malienne soit susceptible, parce qu'elle est frustrée du fait qu'elle n'a pas été prise en compte, du fait qu'elle se rend compte qu'on continue à la tromper. Et que cette jeunesse malienne d'aujourd'hui, elle est aussi éduquée que la jeunesse française. Elle est aussi informée que la jeunesse française. Peut-être même plus quand on sort de leur nation. Parce que quand on vit dans la difficulté, c'est en ce moment-là que son esprit tourne 24 heures sur 24. C'est en ce moment-là que son cerveau n'arrête pas de fonctionner, puisqu'il n'y a pas de pause. Parce que vous êtes face à une condition de survie permanente. Donc vous n'allez pas arrêter de réfléchir. Et cette jeunesse africaine d'aujourd'hui n'arrête pas de réfléchir vu les conditions qu'elle vive. Croyez-vous, monsieur Julien Pain, que la jeunesse africaine prend du plaisir à risquer sa vie en traversant la Méditerranée pour venir en Europe? Elle prendrait plus du plaisir à rester sur le continent africain et la voir prospère, la voir dans la possibilité de l'offrir du travail, un salaire, une maison, afin qu'il puisse construire une famille. Ce n'est pas cette vision de l'Afrique vue de l'extérieur qui d'ici 2050, on sera surpeuplé à cause de la démographie africaine galopante, et qu'il faudrait mettre en place un organisme qui contrôlerait la démographie africaine, comme l'a dit Sarkozy. Si cela n'est pas du mépris, monsieur Julien Pain, eh bien, vous ne comprendrez pas alors la méfiance qu'a la jeunesse africaine vis-à-vis des agissements de la classe dirigeante européenne. Encore une fois, cette jeunesse africaine n'est pas contre, n'a pas de problème avec la jeunesse européenne. Au contraire, elle se rapproche de la jeunesse européenne qui, elle, une partie de cette jeunesse européenne qui demande la souveraineté totale de l'Europe, qui sont perçus comme des nationalistes, parce qu'il n'y a pas plus nationalistes que les Africains. L'Europe ne va pas apprendre comment aux Africains comment être nationaliste. Les nationalistes, si aujourd'hui une partie des citoyens européens se réclament d'être nationalistes, tels que Marine Le Pen et ses électeurs,
l'Afrique n'a pas besoin d'apprendre de ce que c'est que le nationalisme. Elle a toujours été nationaliste. Vous parlez quand on parle de Lumumba, jusqu'à en passant par Sankara, Dadis Camara, Dadis qui était à un moment donné, en bref passage en Guinée, jusqu'à Gbagbo. Si Thomas Sankara n'était pas un nationaliste, quand ils ont posé la question à Lumumba, un journaliste lui disant « On vous accuse d'être communiste », puisqu'à cette époque, l'Occident tremblait face au communisme. Il a répondu que je ne suis pas un communiste, je suis un nationaliste. Donc en Afrique, l'Afrique n'a pas attendu et n'attendra pas l'Europe pour venir leur enseigner ce que c'est que le nationalisme. Ils le savent et le réclament. C'est ce que réclame la jeunesse africaine. Peut-être quand l'extrême droite en Europe aura invincé les dirigeants actuels, les partis classiques, et que si ils ne font pas l'erreur d'aller contre le peuple africain, eh bien je dis qu'ils pourront certainement s'entendre. Parce que ce que aspirent les peuples africains, c'est leur souveraineté. C'est que de l'extérieur qu'on ne vient pas empêter dans leurs affaires. C'est que quand il y a besoin de commerce, que ce soit fait dans la transparence et dans l'intérêt des deux parties. C'est simplement ce que réclament les Africains. Donc, oui, c'est pour dire que ce vaccin, les Africains ont tout à fait raison de réagir et d'avoir peur et de se méfier de ce qui pourrait être, de ce qui pourrait se cacher derrière ces vaccins. La France a connu une période similaire où la ministre de la Santé avec le gouvernement ont acheté des milliers et des milliers de vaccins et le peuple, les citoyens, la population française dans sa majorité s'est opposée à ce vaccin-là, monsieur Julien Pain. Et à ce moment-là, ce n'était pas des fake news, puisque c'était pour le bien de la population, pour la santé de la population. Mais ils ont dit non, on ne croit pas à votre vaccin. Vous êtes dans le mensonge et on n'y croit pas. La France a connu l'histoire du sang contaminé. Donc face à cette idée qui venait du ministre de la Santé de l'époque et du gouvernement de vacciner le maximum de gens en France, le peuple français a dit non. Et ils ont renoncé à ce vaccin. Parce que certains dirigeants, on leur a demandé de montrer l'exemple. Que si ce vaccin est si bon, pourquoi ils ne commenceraient pas par se vacciner eux-mêmes et leur propre famille? Beaucoup se sont dérobés. Parce qu'ils savent très bien que ça ne servait à rien.
Et à ce moment-là, le peuple français était dans sa légitimité de dire non, on se méfie, on ne croit pas, parce qu'on nous a tellement menti que même on se méfierait de quelque chose qui nous apporterait du bien. C'est tout à fait normal. Donc, monsieur Julien Pain, ne vous étonnez pas. C'est pas que les Africains n'ont pas compris ce qui s'est dit à travers cette vidéo. C'est lui-même, le rappeur qu'il a posté, ce n'est pas parce qu'il n'a pas compris le contenu. Mais oui, comme lui, comme tout le monde, ils ont raison d'avoir une interprétation et donner un sens à cette idée d'aller vacciner les Africains par rapport au coronavirus qui jusqu'ici a fait plus de dégâts ailleurs en Europe qu'en Afrique. Parce qu'on pourrait même dire que jusqu'à présent, jusqu'au moment où on parle, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le 7 avril 2020, les Africains sont en majorité à l'abri de cette infection. Chose qui n'est pas le cas en Europe. Donc, oui, ça se fera en parallèle. Mais vaccinez d'abord ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas à manger ceux qui sont en train de crever de faim et qu'on va penser à fournir des aliments à des gens qui ont du stock pour 1 ou 2 ou 3 mois? On fait d'abord manger celui qui n'a plus rien dans son assiette. Et après, on pensera aux autres. Ils ont tout à fait raison de dire non à ce vaccin. Même si c'est le BCG, même si ça doit être fait d'abord en Europe, etc., en France ou ailleurs. Oui. Moi, quand j'ai entendu le directeur général des Nations Unies, ou je ne sais pas, ou de l'OMS, dire oui, qu'il faudra mettre les moyens, qu'il faudra déployer les moyens en Afrique, alors que le Covid-19 n'était même pas encore déclaré en Afrique, je dis c'est une aberration. Pour moi, mais peut-être pour lui, il est dans son rôle, qu'il joue son rôle. Parce que les Nations Unies ne sont pas là que pour l'Afrique. L'OMS n'est pas là que pour l'Afrique. L'OMS est là aussi pour l'Italie, pour l'Espagne. On ne va pas laisser les Italiens, les Espagnols mourir en masse du Covid-19 pour dire oui, on fournit les masques, on fournit les respirateurs en Afrique, on fournit des appareils donc, de réanimation en Afrique, alors que les Africains ne sont pas encore atteints. C'est cette manière de voir les choses, c'est cette manière de réagir des dirigeants occidentaux qui fait bondir les Africains. C'est ce qui suscite la méfiance. On pourrait parler pendant des heures, des jours, mais Monsieur Julien Pain
il faut que les citoyens de la communauté européenne et de l'Occident dans son ensemble puissent prendre conscience. Moi, j'ai eu à dire lors d'une manifestation qui était très importante en France d'ailleurs, en m'adressant à l'ensemble des citoyens français, que je voulais simplement leur rappeler ceci. La situation qu'a connue l'Afrique et qu'elle a dénoncée via une certaine élite en Afrique, en disant que l'Afrique ne doit pas être vendue aux grands groupes, que la classe politique occidentale, européenne, française doit cesser d'être des VRP pour les grands groupes en Afrique. Qu'il faut le comprendre. Car, au jour d'aujourd'hui, le temps aussi est venu en Europe, notamment en France, pour comprendre que ce même système qui a appauvri les Africains, qui a appauvri la majorité de la population africaine, le même système est aussi en France et appauvrit les citoyens français. Quand vous regardez les délocalisations, les industries en France sont en train de s'écrouler. L'emploi en France est en train de s'écrouler. L'espoir des citoyens est brisé. Car cet espoir de l'opulence du XXIe siècle n'était pas au rendez-vous. Et quand on cherche le coupable, il n'est pas loin. Il est dans la classe politique qui défend les intérêts des grands groupes. Quand vous croyez que Bolloré, quand il gagne un contrat en Libye, la Libye qui a été dévastée par la guerre parce que la France a voulu aller bombarder et tuer Kadhafi, quand vous pensez qu'un gros groupe qui gagne un contrat en Libye pour la reconstruction ou autre, ou pour le pétrole, ou Total, ou pour le pétrole, mais vous croyez que les citoyens, au jour d'aujourd'hui, qu'ils en bénéficient, que les citoyens français en profitent? Mais non, c'est plutôt les actionnaires qui en profitent, qui ramassent des milliards. Et les citoyens n'en voient pas de couleur. Ils continueront à être surtaxés parce que les grands groupes vont se servir des matières premières, les transporter, aller les transformer ailleurs où le salaire est extrêmement bas pour revenir le fourguer à la consommation des citoyens français qui devront payer le prix cher. La boucle est bouclée. Donc, que les citoyens français rejettent les citoyens ou qui partent en guerre contre les citoyens africains, c'est une erreur. C'est une erreur du fait
qu'on leur cache la vérité. Encore une fois, dans l'ensemble de l'humanité tout entière, on est assis sur une même bombe. On est embarqué dans le même paquebot. On a aux commandes de pilotage des individus qui, si ils veulent nous faire périr, c'est à nous justement de leur dire: vous dégagez, car parmi nous, il y a aussi des gens qui sont capables de piloter le navire et qui nous conduiraient donc à bon port. La paix à travers le monde. Parce que quand vous ne croyez plus aux grandes organisations internationales, aux grandes institutions, le devoir reviendrait au peuple de se prendre en main et de contrôler. On a trop laissé faire le capitalisme qui devrait justement faire profiter tout le monde. Mais les tentacules de tous ces gens empressés de ramasser des milliards au détriment du peuple, tout en piétinant le peuple, tous ces spéculateurs qui ont corrompu la classe politique européenne. Parce qu'on ne peut pas dire que en Afrique, c'est des républiques bananières, on peut tout faire avec l'argent, acheter les politiciens, etc., etc. En France aussi, la classe politique, elle est achetée. La classe dirigeante actuelle est à l'image de cela. Parce qu'elle n'agit que pour le compte des intérêts de ces personnes-là. Elle n'agit que pour sauver leurs fesses, sauver leurs fauteuils. Il n'y a qu'à regarder les agissements de quelques ministres du président de la République. Pourquoi est-ce que le Covid-19, quand il a éclaté en Chine, la France, elle n'a pas, l'État français n'a pas pris des mesures tout de suite, qui consisterait simplement, par exemple, de contrôler les passagers qui arrivaient de Chine. Ce n'est pas en soi rejeter la Chine. Pourquoi est-ce que quand le Covid-19 est arrivé en Italie, pourquoi aucune mesure n'a été prise par rapport à la frontière? Pourquoi on a attendu qu'on ait des cas? Je ne dis pas un cas, des cas. Alors que ces mêmes ministres avaient déjà d'ailleurs dit qu'on ne risquait rien en France. Il ne va pas falloir fermer les écoles, puisqu'on ne va pas empêcher la France de vivre. Pourquoi? Et pourtant, les manifestations, les différentes manifestations, dont les Gilets jaunes et les manifestations contre la réforme de retraite ont été stoppées. Le 49.3 a été passé. Et aujourd'hui, même après le confinement, il va y avoir des mesures de restriction quant à la liberté
de manifestations et de revendications. C'est ce qui se profile à l'horizon. Donc, on est tous dans le même bateau. Nous, citoyens, la base. Ces dirigeants dans la sphère économique, financière ou politique veulent nous distraire. Et c'est ce que refuse la jeunesse africaine. C'est ce que refusent toutes ces personnes qui ont dit que l'Afrique n'est pas un laboratoire. L'Afrique n'est pas un espace où on va faire des tests, où on va tester. La France, elle a fait des tests nucléaires, ses premiers tests nucléaires. Elle ne les a pas faits sur le territoire français, elle les a faits en Algérie, dans le Sahara aussi. C'est ce que refuse la jeunesse et la génération d'aujourd'hui, la jeunesse africaine. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais encore une fois, tous ceux qui ont réagi par rapport à cette vidéo ont bien compris le contenu. Ils ont bien compris ce qui a été dit. Ils ont bien compris que effectivement les vaccins, l'étude serait menée en France ou en Espagne, donc en Europe, et que il faut peut-être réfléchir, le faire en parallèle en Afrique. Ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Ils ont très bien compris. Mais ce n'est pas ce qui leur préoccupe. Ce n'est pas ce qui leur préoccupe. Voilà. Ce qui leur préoccupe, c'est la même mise. C'est la même mise sur l'Afrique. C'est vouloir arriver par différentes manières en Afrique pour reprendre le contrôle, puisque ça commence à échapper à la France et à l'Occident. Cette mainmise qu'ils avaient. Il y a de plus en plus de contestations qu'il n'y avait à l'époque de Senghor, à l'époque d'Houphouët-Boigny, contre la politique étrangère de l'Occident, contre la politique étrangère de la France. Parce qu'en résumé, encore une fois, quand on va chercher les documentaires sur ce qu'on pourrait appeler la France-Afrique, on se dit, mais les dirigeants français, ils ont passé toute leur vie à se soucier, à se préoccuper de l'Afrique. Ça leur a pris tellement du temps que incroyable. Parce que quand De Gaulle, quand Foccart est reçu presque tous les jours par De Gaulle au palais présidentiel à l'Élysée. De Gaulle le recevait tous les jours. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas les Noirs, ce n'est pas les Africains qui le disent. Ce sont ces hommes de main. Ce sont des anciens hommes et femmes du gouvernement qui le disent de cette époque. Qu'il était reçu spécialement par De Gaulle tous les jours. Parce qu'il était le monsieur de l'Afrique pour De Gaulle. Est-ce qu'on va chercher quelle personnalité est reçue tous les jours par le chef de l'État français? Je pense que même le Premier ministre n'est pas autant reçu tous les jours. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Que Foccart était reçu par De Gaulle tous les jours.
et que tous les chefs d'État de l'époque étaient reçus, lors de leur passage, étaient reçus à la fameuse villa de Focard, en Île-de-France. Donc, c'est ce que dit la jeunesse africaine. Ne vous préoccupez plus autant. Nous pouvons nous préoccuper de nous-mêmes, de notre sort, nous-mêmes. D'autant plus que nous avons les matières premières pour se développer. La Corée du Sud et tant d'autres pays, en seulement 20 ans, se sont développés. En seulement 20 ans, se sont développés. Et donc, vous imaginez, avec tout ce que possède l'Afrique comme richesse, ça prendrait combien de temps? Quand on a ce scandale de Petrosim au Sénégal, avec Macky Sall, ce gouverneur de la France au Sénégal, le Sénégal pourrait éventuellement se développer à une vitesse fulgurante. Puisqu'il y a des hommes et des femmes qui ont cette volonté qui ne pensent pas qu'à leur propre génération, mais ils se considèrent comme des préparateurs pour mettre ce train de développement de l'Afrique en marche pour les futures générations. Donc, les Africains ne sont pas bêtes. Et que, monsieur Julien Pain, que votre vidéo que vous avez faite pour dénoncer l'espèce de fake news qui en parallèle veut dire oui mais vous êtes laissé berner, réfléchissez, est-ce que vous n'avez pas vu que c'était pas la vérité, que non, ils ont très bien vu, monsieur Julien, ils ont très bien vu et ils ont bien compris, ils ont très bien vu et ils ont bien compris, ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi est-ce qu'ils ont réagi comme ça, ils le savent. Et laissons les Africains se prendre en main. Laissons les Africains s'indigner de leur sort. Que ça va de la paix et de la tranquillité de l'Europe et du reste du monde. Tant que l'Afrique ne sera pas tranquille, tant que l'Afrique ne sera pas en paix, tant que la jeunesse africaine n'aura pas de l'espoir de se nourrir correctement, de consommer comme toute autre jeunesse, l'Europe ne sera pas tranquille. Ils arriveront en masse aux portes de l'Europe, quel que soit le type de mur qui sera construit. L'Europe dépensera, elle a d'ailleurs fait dépenser des milliards pour lutter contre l'arrivée massive des immigrés. Elle s'est foutu le doigt dans l'œil en pensant qu'elle pourrait régler. On ne peut pas régler les problèmes avec seulement des billets de banque. Quand Kadhafi était en place en Libye, les côtes italiennes n'étaient pas prises d'assaut par la jeunesse africaine. Mais en allant déstabiliser pour des intérêts des groupes
qui ne servent même pas aux citoyens français, parce que bon nombre d'entre eux sont au chômage, bon nombre d'entre eux sont dans la rue, bon nombre d'entre eux dorment dehors. La France aujourd'hui connaît des travailleurs pauvres qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et pourtant qui ont une profession, qui ont un salaire. Sarkozy et sa bande s'est permis, pour défendre ses propres intérêts, son honneur, qui a été souillé par le fait qu'il a été corrompu par Kadhafi, qu'il a été chercher de l'argent chez Kadhafi pour gagner les élections, et qu'il a été frustré du fait que Kadhafi a dit « Tu veux jouer au malin? Eh bien, je vais te montrer comment est-ce qu'on joue au malin. Eh bien, tes contrats que je t'ai fait signer. » Parce que Kadhafi, même, quand on regarde la vidéo où il était debout, et que devant lui, les ministres étaient en train de signer les contrats, les différents contrats, on voyait bien qu'ils disaient « Pauvre con, si tu crois que ces contrats-là, je vais en tenir compte, tu es en train de te leurrer, parce que justement, la vérité, c'est que Kadhafi arrive en France. Si on ne veut pas seulement regarder le fait que, oui, il a eu accès à l'Élysée, il a érigé sa tente, etc., à l'Élysée, et que c'est pas normal, donc il a été bien accueilli. Non. C'est parce qu'on lui a manqué du respect. Le gouvernement de l'époque lui a manqué du respect. Et donc, il s'est dit, toi, ce petit malin-là, on va voir tes contrats, ce que ça va te produire, ce que ça va te donner. Et ça a donné ce que ça a donné. Et c'est ce qui a motivé aussi Sarkozy, qui aujourd'hui, non seulement suite à ça, mais face au fait que lui-même est un des instigateurs, que lui-même est à l'origine de la situation actuelle en Libye, et qui de surcroît a ouvert les portes à l'immigration massive de la jeunesse africaine, à l'arrivée massive de la jeunesse africaine sur les côtes italiennes et en France, que si on veut chercher le coupable de tout ça, c'est lui, Monsieur Nicolas Sarkozy, qui en ce moment où on parle, devait être à la place de Gbagbo, à cette institution, cette pauvre institution, soi-disant institution de justice, je ne sais de quoi. C'est lui qui devait être, au jour d'aujourd'hui, à la haie. Cette cour, soi-disant, cour pénale internationale, le CPI. C'est Sarkozy qui devait être à la CPI, et pas M. Gbagbo. Voilà. Ce que je dis là et que je connais, vous imaginez, M. Julien Pain, combien d'Africains, combien de Noirs le connaissent et peut-être même savent plus que ce que je dis, ce que je viens de dire. Donc simplement, oui, ils ont besoin de se protéger. C'est une question de survie. Le besoin de protection des Africains, de la jeunesse africaine aujourd'hui, n'est pas simplement un acte de soulèvement incompréhensible, un acte de soulèvement inconscient. C'est justement, cela relève justement du besoin de survie de la jeunesse africaine. Ça relève du besoin de se prendre en charge, de se prendre en main,
parce qu'ils savent qu'ils ont du potentiel. Ils savent qu'ils ont tout pour pouvoir réussir. Et le développement de start-up un peu à travers le monde, aux États-Unis, en France et autres. Les Africains sont à mesure et capables de créer des start-up aussi. Ils sont tout à fait capables. Foutons-leur la paix, simplement. Et regardons ce que la jeunesse africaine pourrait faire d'ici 20 ans. Parce que tous ces dirigeants pantins qui sont au pouvoir aujourd'hui à travers l'Afrique, dans certains pays d'Afrique, vont être dégagés par le peuple. Et viendra au pouvoir des hommes et des femmes qui seront à l'écoute, au service de la nation, au service du peuple. Et que dans 20 ans, mon cher Julien Pain, les Africains, même les Noirs résidents ou les Noirs européens, partiraient tous en exil en Afrique. Les immigrés africains feront un chemin de retour en Afrique. La volonté des Africaines reste, des Africaines et des Africains, de la jeunesse africaine, reste ardente. C'est une volonté que les citoyens européens ne peuvent pas imaginer. Et cette volonté, c'est celle de faire de l'Afrique une terre prospère qui non seulement profiterait aux Africains, mais profiterait aussi aux Occidentaux, profiterait aussi aux citoyens européens. Cette volonté, elle est inébranlable. Elle est inviolable au jour d'aujourd'hui. Quoi que fera et quoi que fait l'Occident, la France, l'Europe, elle ne tuera pas cette volonté. Elle est déterminée. Cela va perdurer, mais à force, les Européens, la classe politique européenne, le monde financier européen va perdre le contrôle. Ils perdront puissance face à la grandeur de la jeunesse africaine. Et tout sera remis à plat. Par contre, l'Afrique ne possède pas de bombes nucléaires. L'Afrique ne possède pas d'armes bactériologiques. Si l'Occident, si le monde européen, si la France veut tuer par ce canal-là les Africains, il pourra le faire. Mais comme le Covid-19, qu'on s'est dit, c'est un cas chinois, c'est un problème chinois, il est en Chine, il n'arrivera pas chez nous. Eh bien, le Covid-19 a été ressenti à travers le monde entier. On se demande comment comment est-ce que ce Covid-19 a traversé la Méditerranée, en passant par la France, a traversé donc la Méditerranée, a traversé l'Afrique, a traversé l'océan Indien pour arriver jusqu'en Australie. Ou alors est venu de la Chine et traversé tous ces océans pour arriver
en Europe et même aller au-delà de l'Europe jusqu'en Amérique. C'est dire que, encore une fois, c'est soit on exprime tous le désir et la volonté de bâtir un monde de paix, un monde de sécurité pour tous, ou alors on s'en va tous ensemble.